Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? Demandait un jour Aristote. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Carrefour, votre magazine santé. Heureux de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie neurologique. Elle se définit par des répétitions spontanées de crises qui se manifestent par des convulsions parfois violentes. C'est la seconde maladie neurologique par fréquence, après les accidents vasculaires cérébraux. Les études démontrent que plus de 5% de la population est susceptible de la développer un jour. C'est la crise d'épilepsie. L'épilepsie a été longtemps considérée comme un phénomène surnaturel ou le résultat d'une malédiction. La véritable nature de l'épilepsie fut longtemps déformée par les mythes et la peur. Et encore aujourd'hui, les gens se font beaucoup d'idées fausses sur les troubles neurologiques. Existe-t-il plusieurs formes d'épilepsie? Quelle est l'évolution de cette maladie dans notre pays? L'émission de ce soir a pour but de démystifier ce qui se produit durant une crise épileptique, de clarifier les causes et les effets de l'épilepsie, faire donc un point complet sur cette pathologie trop longtemps restée mystérieuse et d'examiner les rapports entre le médecin et le patient. Pour en parler, nous avons sur ce plateau une neurologue, le professeur Banzouzi Damba, chef de service neurologie au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. C'est notre invité. Bonjour professeur. Bonjour Monsieur Bébéni. Bienvenue à Carrefour. Je suis heureuse d'être avec vous. Voilà. Professeur, donc vous êtes chef de service neurologie au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Vous avez passé brillamment votre agrégation de neurologie l'année dernière. L'émission Carrefour par ma voix vous adresse ses vives félicitations. Merci. Ce soir, c'est l'occasion pour les téléspectateurs de vous découvrir et découvrir aussi les pathologies dont vous avez la charge dans votre service. Et pour planter le décor, je voudrais vous demander de nous parler un peu de la neurologie. Qu'est-ce que la neurologie? Merci Monsieur Bébéni. La neurologie, c'est une spécialité qui regroupe toutes les pathologies du cerveau et des nerfs. Toutes les pathologies donc cérébrales et toutes les pathologies nerveuses, comme les céphalées, c'est nous, l'épilepsie, c'est nous, les accidents vasculaires cérébraux, c'est nous, les maladies musculaires, c'est nous aussi. L'épilepsie, c'est vous aussi? L'épilepsie, bien sûr, c'est nous aussi. Alors donc, expliquez-nous ce que c'est que l'épilepsie, en français facile. Ben, je vais essayer. Oui. L'épilepsie pourrait se définir comme la répétition de crises épileptiques. Et les crises épileptiques, on pourrait les expliquer par des symptômes ou des événements cliniques ou neurologiques ou encore comportementaux qui apparaissent de façon brutale, c'est-à-dire avec un début et une fin brutale. Nous, on dit que c'est paroxystique. Ces événements, non seulement sont paroxystiques, mais ils ont une durée très très brève. Ça, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Une crise d'épilepsie ne dure pas des heures. Quand ça dure des heures, bon, le cerveau est en danger de mort. La crise d'épilepsie habituelle dure quelques minutes, de 2 à 3 minutes. Donc la durée est brève, la survenue est brutale, et c'est une pathologie qui va se répéter de façon chronique, mais toujours chez le même patient. Cette crise-là sera toujours la même chez le même patient. On dit en termes médicaux qu'elle est stéréotypée. C'est-à-dire que si je fais des crises convulsives, mais tout le temps je ferai des crises convulsives parce que peut-être que j'ai un problème au niveau de ce quartier-là dont on parlera donc tout à l'heure. Et quelles sont donc les différentes causes de l'épilepsie? Les causes sont multiples. En gros, il y a deux grands types d'épilepsie. Il y a des épilepsies qui sont dites essentielles. Celle-là, on n'a pas de cause connue jusqu'à l'heure actuelle. Mais pourquoi c'est essentiel alors? C'est comme ça qu'on dit qu'elles sont, c'est la terminologie. On dit qu'elles sont idiopathiques parce qu'on n'a pas encore trouvé de cause connue. Ça n'a aucun lien avec... On pense que c'est plutôt familial, il y a un caractère familial. Ce sont ces épilepsies qui peuvent se transmettre dans les familles, le père en a eu ou la mère, l'enfant, la grand-mère. Et ce sont dans ces familles où on a une prédisposition à faire des crises épileptiques. Donc ça, c'est le premier type de crise d'épilepsie. Et le deuxième crise, ce sont toutes les épilepsies que tout le monde peut faire.
même si on n'est pas dans une famille prédisposée à faire des crises, s'il y a une cause qui agresse le cerveau, on peut faire donc une crise d'épilepsie, que ce soit les traumatismes liés aux accidents de la voiture, les traumatismes crâniens liés aux accidents de la voiture, ou bien les chutes d'un arbre, les traumatismes, les infections comme le VIH, même le neuropalu, toutes les infections qui atteignent le système nerveux central, le cerveau, peuvent donner lieu à une cicatrice épileptique. C'est clair que l'origine de l'épilepsie part du cerveau. Ça, c'est établi. C'est une maladie neurologique, donc elle part du cerveau. Ce n'est pas une maladie psychiatrique. Quand on souffre de l'épilepsie, il faut voir le neurologue. Ce n'est pas le psychiatre, c'est le neurologue qu'il faut voir quand il s'agit d'épilepsie. Oui, oui, il faut voir le neurologue. Donc voilà. Vous avez un tableau pour nous décrire un peu le cerveau? Nous avons ici un hémisphère du cerveau, parce que le cerveau est composé de deux parties. Une partie droite et une partie gauche. Donc nous avons ici un hémisphère du cerveau. Il faut voir le cerveau comme une ville qui a des arrondissements, et des quartiers, et des blocs, et des maisons. Dans chaque hémisphère, il y a 4 arrondissements. Un arrondissement qu'on appelle le lobe frontal, un arrondissement qu'on appelle le lobe pariétal, le lobe occipital, et un arrondissement qu'on appelle le lobe temporal. Le lobe frontal, lui, va s'occuper dans sa partie postérieure de tout ce qui est moteur. C'est le quartier de la motricité. Il y a donc dans cet arrondissement, il y a des quartiers. On a un quartier de la motricité volontaire. Et dans ce quartier, quand on a une lésion dans ce quartier, on va faire des convulsions. Donc les convulsions, toutes les convulsions sont générées par une agression des neurones qui se trouvent donc dans cette partie. On a le quartier des mouvements complexes. Les mouvements complexes, c'est des mouvements qui sont un peu élaborés. La personne peut déambuler quand elle fait sa crise. Elle se lève, elle s'assoit, elle fait un tour, elle revient s'asseoir, elle bouge, elle éparpille les choses. Donc c'est dans ce quartier-là. Et dans la partie antérieure, on a un quartier qui est dédié à la parole. Donc dans ce quartier, quand on a une crise dans ce quartier, ça va se manifester par des troubles de la parole, une hyperproduction. Et enfin, ici, dans la partie toute antérieure, on a le quartier de la pensée. Quand on a des crises dans ce quartier, on ne fait pas de convulsions, mais on va avoir des gros troubles du comportement et le patient peut être hospitalisé, il peut être référé en psychiatrie alors que c'est des crises. Nous verrons tout à l'heure comment différencier. Dans ce quartier qui est donc en vert, c'est le quartier de la sensibilité. Et dans ce quartier qui est un peu plus foncé, c'est les troubles donc, de la sensibilité du corps, comme le chaud, le froid, le toucher, la piqûre, c'est dans ce quartier. Et ici, c'est donc des sensations un peu plus complexes. Il y a certaines personnes épileptiques qui ont l'impression que le corps n'est plus à eux ou bien qu'on a mis un poids dans une partie de leur corps. Donc ça se passe donc dans ce quartier. Dans ce quartier, c'est un quartier qui est compris dans l'arrondissement de la sensibilité ou bien des sensations. Mais dans ce quartier en violet, c'est un quartier qui est dédié à la compréhension du langage. Donc, quand on est touché dans ce quartier, le sujet ne comprend plus le langage. Il ne comprend plus comment? C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à interpréter? Il n'arrive plus à interpréter parce que le langage, c'est des signaux. Oui. Hein, le langage, c'est des signaux. Il n'arrive plus à interpréter les signaux. Donc, il ne comprend plus le langage. Et il n'est plus compris aussi des autres parce qu'il ne comprend plus les signaux. Il est déconnecté. Il est déconnecté un peu. Voilà. Dans le quartier tout à fait à la pointe, en violet ici, c'est le quartier de la vision. Donc vous voyez bien que si on a des crises qui viennent de cet arrondissement, donc dans ce quartier, ce sont des crises qui vont se manifester par des troubles de la vision, soit des hallucinations, c'est-à-dire que la personne va voir des choses qui n'existent pas, ou bien des illusions, la personne va avoir des images déformées de la réalité. Et enfin, dans ce quartier, dans ce grand quartier qu'on appelle le lobe temporal, c'est un quartier où, quand on a un problème, c'est des crises complexes. Et c'est des gros troubles du comportement. La personne a vraiment des gros troubles du comportement. C'est des manifestations comportementales qui peuvent être assimilées
Non, aux troubles mentaux. Parce que oui. nous, les oui, médecins... la folie, pardon, excusez-moi. Oui. Et dans ce quartier aussi, dans ce lobe temporal, il y a un petit bloc qui est dédié à l'audition. Donc voilà. En gros, c'est... En gros, donc c'est ça. Oui. Donc c'est une ville avec des arrondissements. Donc vous comprendrez qu'à chaque fois qu'on fait une crise, nous, les neurologues, on sait de quelle région ça vient. Parce que les manifestations ne seront pas les mêmes. Et les convulsions, qui sont donc les crises les plus connues, qui n'ont pas besoin de médecins pour le diagnostic, ce sont donc des crises de cette région-là. Ça, c'est la région des convulsions. Entre l'épilepsie et les crises épileptiques, il y a une différence? Oui, les crises épileptiques, c'est le symptôme. Oui. Et l'épilepsie, c'est la maladie. Expliquez-nous bien. Alors. Voilà. Donc, un épileptique, c'est quelqu'un qui fait des crises épileptiques qui sont différentes, donc selon la région d'où viennent donc les crises. Et on peut faire des crises épileptiques sans être épileptique. Comme le cas des petits-enfants entre 1 et 5 ans, ils peuvent faire des crises à chaque fois qu'ils font de la fièvre, quelle que soit l'origine de la fièvre. À partir du moment où la fièvre excède 38,5, ils peuvent faire des crises, enfin des convulsions. Des convulsions, alors qu'ils ne sont pas épileptiques, puisqu'à chaque fois, il y aura une cause à cette crise. L'élément déclencheur, ça sera donc la fièvre. Et ces enfants, même s'ils font 3 crises dans le mois, ce ne sont pas des épileptiques. Ce sont des enfants qui font des convulsions fébriles, c'est-à-dire des crises symptômes. D'accord. Et donc, quand on a traité la cause, qui est la fièvre, chez ces enfants-là, chez ces enfants, quand on a traité la fièvre, voilà. C'est fini, c'est passé. Et on peut même prévenir. Donc, il faut empêcher ces enfants de faire des fièvres supérieures à 38,5. Ouais, quand ils ont tendance à convulser. Quand c'est des enfants qui font des crises à chaque fois qu'ils font de la fièvre. Donc, les mamans doivent le savoir. Dès que l'enfant fait de la fièvre, on donne un peu de paracétamol pour que la fièvre n'excède pas 38,5. Donc, on peut dire ce soir aux mamans que quand l'enfant convulse, ce n'est pas l'oncle. Ça ne vient pas du sorcier, c'est simplement dû à la fièvre. C'est la conséquence de la fièvre. Pour des enfants dont on n'a pas retrouvé la cause, donc la cause c'est juste la fièvre. Mais nous, les médecins, quand on a une convulsion fébrile, c'est-à-dire des crises épileptiques qui surviennent au décours de la fièvre, on est obligé de voir si cette fièvre-là ne cache pas une infection. Oui, oui. Donc on cherche le neuropalu, on cherche la méningite, on cherche plein de choses. Mais si on cherche, on n'a rien trouvé, on sait que c'est juste la fièvre qui a donné ces crises d'épilepsie. Pendant qu'on y est, parlez-moi un peu du neuropalu, professeur. Je ne suis pas une spécialiste du neuropalu, mais le neuropalu, on peut dire que c'est une infection du cerveau qui est liée au microbe du palu, si on veut. Donc le microbe du palu va envahir le cerveau qu'on a vu tout à l'heure et va faire souffrir donc le neurone et ça va donner lieu à des crises, à des convulsions, qui sont dans ce cas donc un peu généralisées puisque c'est un peu diffus. Okay. Ça va envahir les deux cerveaux. Ça veut dire que quand on a traité le palu, ça passe? Quand on a traité le palu, ça passe. Sauf si, au cours de ces crises-là, au lieu qu'elles soient brèves, comme on a dit tout à l'heure, moins de 5 minutes, ça dure des heures et des heures, à ce moment-là, ça va laisser une cicatrice dans le cerveau, et c'est cette cicatrice qui sera à l'origine de la maladie épileptique. Ah oui, d'accord. Un palu mal soigné, professeur, peut générer une épilepsie qui va durer toute la vie, puisque ça fait des dégâts au passage. Oui, mais ça c'est valable aussi pour toutes les infections. Toutes les infections du cerveau qui sont mal soignées ou bien pas soignées à temps, qui font que les crises, au lieu qu'elles durent que 5 minutes ou bien moins, elles vont durer 30 minutes, 1 heure, elles vont laisser une cicatrice dans le cerveau et cette cicatrice deviendra épileptogène. Ça va donner lieu à des crises, à la maladie maintenant. Alors qu'au départ c'était le symptôme, juste la crise, au moment où la personne est atteinte de neuropalu. Si elle a fait une crise qui a trop duré, il y aura une petite cicatrice. Et cette cicatrice, quelques mois après, va donner lieu à des crises maintenant qui n'ont plus rien à voir avec le microbe, qui vont évoluer maintenant à leur propre compte. Mais ça, c'est valable pour le neuropalu, pour la méningite, pour pas mal de choses. Et donc là, je fais une crise d'épilepsie qui touche par exemple la région de mouvement volontaire.
C'est quoi les mouvements volontaires? Les mouvements volontaires, donc si on fait une crise de ces mouvements, bon, on aura des convulsions. D'accord, on convulse. On convulse. Donc les personnes épileptiques qui convulsent, c'est cette région qui est touchée. C'est cette région qui est touchée. Oui. Ok, donc c'est bon à savoir. Je voulais dire aussi que les crises de cette région, c'est-à-dire que les convulsions que tout le monde connaît. C'est le côté spectaculaire de l'épilepsie. Qui donne donc ce côté que les patients diagnostiquent sans l'aide d'un médecin. Ces crises-là ne représentent que 10% de toutes les crises. Alors les 90 autres %, c'est les autres crises du cerveau, les autres arrondissements. Mais celles-là, comme elles ne sont pas spectaculaires, souvent elles passent inaperçues. Ah bon. Et souvent même les médecins ne les diagnostiquent pas. Nous, on voit souvent le malade à un stade un peu tardif. Vous avez déjà assisté à une crise d'épilepsie, professeur? Devant vous, là, dans le service? Oui, en hospitalisation, oui. Quelquefois en consultation aussi, on peut assister, mais c'est rare. Parce que la crise d'épilepsie, souvent, c'est les parents qui nous la racontent. Comme on a dit que c'était bref. Oui. Le temps de mettre l'enfant dans le taxi, la crise est déjà finie. De l'habiller, la crise est déjà finie. Donc nous, on assiste rarement à la crise. C'est rare. Souvent, on reconstitue la crise par la description que nous font les parents. Donc ça veut dire qu'il y a des crises qui passent inaperçues? Beaucoup. Et toutes les crises qui ne sont pas motrices, c'est-à-dire qui n'intéressent pas cette région des mouvements volontaires ou bien même des mouvements complexes, toutes ces crises-là peuvent passer inaperçues. Parce que si j'ai des crises où j'ai des sensations, j'ai l'impression que j'ai des fourmis qui me montent sur le corps, je ne penserais pas que c'est une crise. C'est seulement si ça revient souvent, ça commence à me gêner, je peux en parler à un médecin. Mais si ce n'est pas un neurologue, le neurologue tout de suite, il va se dire ces sensations qui sont toujours les mêmes, donc stéréotypées, qui reviennent chez le même patient, donc répétition, peut-être que c'est des crises d'épilepsie. Si c'est un non-neurologue, souvent il dit non, c'est le stress, et souvent c'est diagnostiqué avec retard. Et souvent, la personne qui a de la chance que cette crise-là qui a commencé dans la région de la sensibilité atteigne la région de la motricité, donc des mouvements volontaires, donc la personne va convulser. À ce moment-là, on va l'amener à l'hôpital. Et nous, en interrogeant le malade, on va se rendre compte que ça a commencé dans une autre région. Et c'est pour ça que c'est très, très important que les témoins nous décrivent la crise, parce que c'est à partir de là qu'on fait le diagnostic. Vous êtes dans une salle d'attente, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui commence à prêcher. Ça dure 2 minutes. C'est une forme de crise aussi? Ça peut être. Il se met à prêcher. Il prêche, ça y est, Dieu arrive, il est vers le pont du Dieu ou il est vers une Njiri, préparez-vous. Mais ça dure 2 minutes à peine. 2 ou 3 minutes. Oui, ça peut tout à fait être une forme de crise. Ou bien c'est une crise, c'est-à-dire qui vient donc du cerveau, du dysfonctionnement du cerveau, ou bien c'est une crise psychiatrique, c'est-à-dire qu'une psychose. Mais si c'est bref, une psychose n'est pas brève. Ça va durer des heures et des heures. Bref, ça dure 3 minutes et puis après la personne se ressaisit. Ça peut être tout à fait une crise de la région frontale ou de la région temporale, c'est-à-dire du quartier de la pensée, ou bien du quartier temporal dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors donc en ce moment-là, les parents font comment? Les parents, donc on l'emmène chez un psychiatre ou chez les neurologues? La plupart des parents l'amènent chez un psychiatre. D'emblée. Mais maintenant, comme les psychiatres sont très très bien formés, parce qu'un psychiatre est formé aussi au cerveau, puisque même la maladie psychiatrique vient de la pensée. Et on a vu aussi qu'il y a certaines crises qui peuvent venir des mêmes régions de la pensée aussi. Les psychiatres actuels, habituellement, sont très très bien formés et tout de suite, ils vont faire la différence. Oui, dernièrement, j'ai reçu un neuropsychiatre, oui. Mais il y a des psychiatres tout court. Hein. Oui, mais même les psychiatres tout court aussi sont très très bien formés parce que quelque chose qui est bref, on pense plus à une crise d'épilepsie ou à un AVC, bien sûr, mais à une crise d'épilepsie surtout. On considère que c'est une maladie grave. L'épilepsie, c'est une maladie grave. On peut en mourir. Tout à fait. On peut en mourir parce qu'il faut se rappeler que l'épilepsie est liée à une souffrance du cerveau, des cellules, enfin des constituants du cerveau. Il faut dire que le cerveau a un fonctionnement électrique.
Donc les connexions se font un peu comme au niveau de la SNE. Hein. Il y a un centre, et puis il y a des relais, et puis jusqu'à l'ampoule qui peut s'allumer. C'est pareil pour les neurones du cerveau. Ah oui. C'est-à-dire que le contact se fait à travers l'électricité. Oui, oui. Le cerveau transmet ses messages via l'électricité. Donc l'électricité passe d'une cellule à l'autre. Et pour ça, il faut qu'il y ait l'intégrité de la cellule. Un peu comme pour les fils électriques, si vous dénudez un fil électrique, il y aura un court-circuit. Donc on peut considérer l'épilepsie comme un court-circuit au niveau donc, du réseau électrique du cerveau. C'est un court-circuit. Mais il y a beaucoup de personnes qui court-circuitent dans les quartiers, hein, pour multiples raisons. Oui, la prévalence, elle est assez élevée quand même. Vous avez des statistiques au niveau du service? Nous, au niveau du service, on a eu des statistiques chez les enfants, en hospitalisation. Hein. En hospitalisation chez les enfants, dans les années 99, on avait environ 11,5% d'enfants qui étaient hospitalisés pour crise d'épilepsie. Et récemment, on a fait une enquête au niveau des écoles primaires et quelques écoles secondaires. Sur 350 enfants enquêtés, on a eu 5 épileptiques. Donc une prévalence d'environ 12 pour 1000. On n'a pas de prévalence en population générale. Parce que ça demande beaucoup d'argent pour réaliser ce genre d'études. Mais on ne doute pas que ça viendra avec l'aide des pouvoirs publics. Mais c'est une maladie qui est très fréquente. C'est la maladie la plus fréquente après la migraine. C'est-à-dire que les céphalées, maladies. C'est la plus fréquente et ça vient même sur le plan mondial, hein, ça vient avant l'AVC. Chez nous, c'est parce que, selon les statistiques de l'OMS, il y a 80% des patients épileptiques qui vont chez les tradithérapeutes, donc qui échappent un peu à la médecine moderne. Et donc on peut dire ce soir que quand une maman observe un enfant en train de convulser, il ne faut pas l'emmener chez le pasteur, il faut voir le médecin. Il faut voir le médecin pour déterminer la cause. Des fois, ça peut être dû à la fièvre. C'est ça. Hein? C'est tout à fait ça. Voilà. C'est-à-dire qu'un enfant qui convulse, ça peut être juste un symptôme de la fièvre, qui elle-même est symptôme peut-être d'une maladie donnée. Ou bien ça peut être une épilepsie essentielle, liée au fait à une prédisposition familiale dans certaines familles. Et savoir aussi que l'épilepsie, c'est une maladie infantile. Plus les enfants sont touchés par rapport aux adultes. Un enfant épileptique, avant l'âge de 10 ans, une épilepsie chez l'enfant qui obéit à certaines règles, on ne fait pas beaucoup d'exploration. Ce n'est pas la peine de faire le scanner, ce n'est pas la peine, parce qu'on sait que c'est des épilepsies idiopathiques qui sont liées à une espèce de prédisposition génétique. Alors que toute crise épileptique, quelle que soit sa manifestation, chez l'adulte, même si c'est des convulsions, une convulsion chez l'adulte, c'est anormal, puisqu'on suppose que l'adulte a un cerveau mature. Donc une convulsion chez l'adulte doit être absolument... C'est grave. Il faut explorer, il faut même chercher. Si on ne la trouve pas, même si on dit que le scanner est normal, mais il y a toujours une cause. C'est peut-être une cause biochimique, c'est peut-être une cause microscopique. Ce n'est pas les sorciers? Jamais. C'est une maladie organique, nous on dit. Hein? Et si on dit que c'est organique, donc ça veut dire que c'est l'organe cerveau qui est touché. Donc ce n'est pas les sorciers. Mais vous ne voyez rien? Mais si, maintenant avec les méthodes modernes dont notre pays vient d'être doté, le scanner, qui est là depuis quelques années, et l'IRM. Oui. Et l'IRM, on peut faire... on peut aller plus loin, on peut explorer, on peut voir les anomalies. Dans les détails, oui. Dans quelles circonstances la crise épileptique est-elle mortelle? La crise épileptique, même banale, peut être mortelle. Si je fais une crise d'épilepsie, je me trouve dans la rue. Je tombe, je peux être écrasé par un véhicule, donc elle peut être mortelle. Ça, c'est les cas extrêmes, oui. Voilà. Mais non. En dehors de ce cas-là, la plupart du temps, elle n'est pas mortelle, sauf s'il y a un état de mal. C'est-à-dire que la crise perdure au-delà de 30 minutes. Ou bien la personne fait des crises de 3 minutes, mais sans jamais se réveiller. Donc ça veut dire que le cerveau est en souffrance majeure. Et si le cerveau est en souffrance majeure, ça fait comme si le cerveau avait de l'eau dans la tête. C'est un peu comme quand on se cogne. Si on passe son temps à se cogner, après on va avoir une enflure. Et si on passe son temps à faire des crises, on aura une enflure dans la tête, donc on aura de l'œdème dans la tête.
Et comme le cerveau ne peut pas aussi se distendre chez l'adulte, ben, la personne va mourir. Parce que ça va comprimer les organes essentiels, les centres du cerveau qui régulent la respiration, qui régulent le cœur, la température vont dysfonctionner et la personne va mourir. Et ça s'appelle un état de mal. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une crise qui dure plus de 5 minutes déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout si elle se répète, il faut aller à l'hôpital. Si ce n'est pas un épileptique connu. Dans tous les cas, si c'est une première crise, il faut aller à l'hôpital. Ne fût-ce que pour essayer de classer la crise. Est-ce que c'est une crise idiopathique? Est-ce qu'elle est symptomatique? Idiopathique, on sait que ce n'est pas grave. Hein, souvent, ça finit avec l'âge chez l'enfant. À l'adolescence, ça finit. Maintenant, si c'est symptomatique, même chez l'enfant, ça peut être symptomatique d'une neuropathie. Donc, il faut aller à l'hôpital. Quelle attitude adopter devant quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le retenir absolument, l'empêcher de mordre sa langue? En fait, quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, par définition, on a dit que c'est une crise qui est brève. Il faut juste la sécuriser. Comment? La mettre un peu en position sur le côté. La mettre sur le côté, les genoux un peu remontés, la tête sur le côté. Pourquoi la tête sur le côté? Juste pour éviter qu'elle... puisque pendant la crise, il ne peut pas avaler sa salive. Pendant la crise... Il bave. La salive, il ne peut plus l'avaler parce que normalement, de façon inconsciente, tout le temps on avale notre salive. C'est pour ça qu'elle ne reste pas dans notre bouche. Mais pendant la crise, on ne peut plus l'avaler, donc elle s'accumule. Et elle peut, si on est dans cette position, sur le dos, on peut avaler, mais comme on est inconscient, ça peut passer dans les poumons et on peut s'étouffer. On peut aussi vomir, on peut s'étouffer. Donc il faut mettre la personne sur le côté et la laisser finir sa crise. Je lui mets quelque chose dans la bouche? Non, on ne met rien dans la bouche. De toute façon, si vous mettez quelque chose dans la bouche, votre doigt risque d'être coincé entre les dents de l'épileptique et ne s'ouvrir que quand il va reprendre. Oui, mais il risque d'avaler sa langue. Non, il ne va pas avaler sa langue, ce n'est pas possible. La seule chose qu'il peut, c'est avaler par inadvertance cette salive-là. Donc il faut la mettre sur le côté, comme ça la salive coule. Et j'en profite pour dire que la bave, ce n'est pas un signe de gravité. Et que même si on touche la bave d'un épileptique, c'est pas contagieux. C'est pas du tout contagieux, c'est pas une maladie contagieuse. Elle n'est pas du tout contagieuse, donc n'ayez pas peur de déplacer le malade s'il est dans un endroit où il risque de se blesser, de déplacer délicatement, protéger un peu sa tête, puisque la tête, si le sol est dur, c'est contre la tête, il risque d'avoir une épilepsie post-traumatique. Donc il faut protéger la tête, mais attends, 2 minutes, c'est vite fait. Hein. Et après, l'emmener à l'hôpital, si c'est une première crise. Si ce n'est pas une première crise, l'amener quand même à l'hôpital pour qu'on voit pourquoi le patient qui est traité a refait une crise. Ne pas la retenir. Non. La mettre en position de sécurité, donc sur le côté, la tête vraiment sur le côté, caler un peu avec des coussins la tête, si on peut, quoi. Oui. Enlever les cailloux qui sont là. On peut situer la première crise d'épilepsie chez les enfants à quel âge? L'épilepsie survient à tout âge. À n'importe quel âge. Même un bébé qui vient de naître peut faire une crise d'épilepsie. Même, il y a des crises du premier jour. Le bébé naît, il fait sa crise. Et il y a aussi des enfants qui font des crises, qui sont des crises un peu héritées de la mère, si on peut dire. Si la maman est épileptique, pendant la grossesse, elle prenait son médicament contre l'épilepsie. Et le bébé, en même temps aussi, prenait le même médicament, puisqu'il y a le cordon qui relie la mère à l'enfant. Le bébé aussi prend le médicament antiépileptique. À la naissance, si les soignants qui sont là ne sont pas avertis, s'ils ne redonnent pas un peu de médicaments à dose dégressive, mais l'enfant va faire des crises de sevrage. C'est bon à savoir, ça. Donc, une grossesse, on en reparlera, je suppose. Ça doit être accompagné. Une femme qui souffre de l'épilepsie, qui veut avoir un enfant, vous la gérez comment? D'accord. Une femme qui veut avoir un enfant, qui n'est pas encore enceinte. Oui, qui n'est pas encore enceinte. Ça, c'est vraiment le meilleur des cas. Oui. Parce que la problématique, elle est double, hein, au niveau de la mère. Et de l'enfant. De la mère et de l'enfant. Oui.
Est-ce que le traitement, parce que le traitement est utile à la mère pour qu'elle ne fasse pas de crise, mais le traitement peut faire aussi du tort à l'enfant, surtout les premiers mois de la grossesse. Donc c'est important, une jeune femme épileptique qui a un désir de grossesse, il faut la préparer. La préparer comment? En essayant de voir le médicament qu'elle a habituellement. Est-ce que c'est un médicament qui est susceptible ou non de nuire à son bébé? Si c'est un médicament qui est susceptible de nuire au bébé, il faut le changer. Donc on change le médicament. Et ces médicaments-là s'appellent comment? Vous les appelez comment médicalement? Les antiépileptiques. Oui, non, les antiépileptiques, mais qui sont susceptibles de nuire au bébé. C'est un nom? Ça n'a pas de nom? Non, dans les antiépileptiques, on sait que beaucoup d'entre eux peuvent donner, c'est une hypothèse, hein, peuvent donner des malformations au niveau du fœtus. Et on sait aussi qu'il y a certains qui ont moins ce risque-là. Donc c'est important de donner à la femme plutôt ce genre de médicaments, surtout les premiers mois. Donc il faut voir si la femme a déjà ce médicament qui est le moins tératogène. C'est ça qu'on appelle. Ah oui, c'est des médicaments tératogènes. C'est-à-dire qu'ils ont une influence sur le fœtus, qui peuvent générer donc des malformations. Donc si ce n'est pas un médicament à haut potentiel tératogène, on le garde, mais en diminuant la dose, en gardant la dose minimale. Il faut aussi dire à la maman qu'il faut que ses crises soient équilibrées, qu'elle ne fasse pas de crise pendant qu'elle est enceinte. Mais elle ne choisit pas. Il ne faut pas demander à une maman de ne pas faire des crises. Mais bien sûr que si. Mais ça se déclenche automatiquement. Non, ça se déclenche inconsciemment. Non. Donc ça veut dire qu'elle doit suivre son traitement régulièrement. Ne pas arrêter son traitement. Ah oui, ok. Mais c'est le médecin qui doit voir est-ce qu'il peut alléger le traitement. Mais choisir de ne pas faire des crises, je crois que le choix sera simple. Hein, et il choisira de ne plus du tout faire des crises. Donc il faut qu'elle soit conséquente, qu'elle prenne ses médicaments à heure régulière, de façon... et qu'elle respecte un peu les interdits qu'on leur donne, qui ne sont pas nombreux en médecine moderne. Oui, en médecine moderne, c'est mieux vaut éviter tous les excitants. Hein. C'est quoi les excitants? L'alcool, les drogues. Il y a les drogues douces, hein? Oui, mais même celles-là, il faut les éviter. Parce qu'il faut partir du principe que tout ce que prend la mère, l'enfant le prend aussi. Mais le tabac aussi, il faut l'éviter. Qu'est-ce qu'on interdit à une personne qui fait des crises épileptiques, en dehors de la femme enceinte? Moi, je sais que sur mon ordonnance, je ne mets toujours pas de veillée, parce que je sais que, comme c'est une industrie nationale, les veillées, et surtout pour nous les femmes, hein, on est obligé d'aller aux veillées. Donc, sur mon ordonnance, je ne mets pas de veillée. Parce que le patient épileptique a besoin de sommeil. D'avoir un sommeil équilibré. Il ne faut pas qu'il ait de dette de sommeil. Donc c'est pour ça que je ne mets pas de veillée. Et je ne mets pas d'alcool. Parce que c'est un excitant aussi. Pas de drogue? Pas de drogue. Bon, souvent, chez nous, les femmes, elles ne prennent pas... Bon, enfin, je touche du bois. Hein. Pas de drogue. C'est tout. Au niveau alimentaire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interdit au niveau alimentaire? Non. Une alimentation équilibrée, un sommeil régulier, pas d'exposition aux lumières un peu stroboscopiques, c'est-à-dire qu'au changement d'intensité des lumières qui peuvent induire des crises. Donc, on dit que les jeux vidéo peuvent provoquer une crise épileptique. Oui, chez les sujets photosensibles, c'est-à-dire qui sont sensibles un peu au changement de variation des lumières, ça peut provoquer des crises épileptiques. Donc ça peut venir de la télé peut provoquer une crise épileptique? Alors. Une télé déréglée, une ampoule. Surtout. Une télé déréglée, une ampoule. Bon, maintenant avec les nouvelles télés, c'est rare hein, des télés déréglées. Mais avant, ça arrivait souvent. Donc une télé déréglée, une ampoule déréglée. C'est-à-dire qui clignote un peu, qui s'éteint, qui clignote, qui s'éteint. Ça peut provoquer une crise. Et puis une télé qui est regardée dans une salle un peu complètement obscure. C'est pas bon. Si on est, parce qu'il y aura des changements d'intensité. Oui. C'est pour ça que souvent on conseille qu'il y ait peut-être une petite lampe d'allumée. On peut faire une crise d'épilepsie en dormant? Oui, ça s'appelle des crises morphéiques. C'est des crises un peu particulières. Les individus ne font que ce genre de crises-là, ceux qui en sont atteints. Et c'est des crises qui sont moins dangereuses que les autres, puisque le patient est moins exposé, puisqu'il est dans son lit.
Il ne risque pas de s'étouffer? Si, Mais, ça, oui, non, mais il ne risque pas de tomber, par exemple, parce que le risque des autres crises, si je suis debout, je tombe mal, je peux me faire une fracture du crâne. Un traumatisme crânien qui donnera lieu plus tard à une possible épilepsie. Oui, mais une personne peut convulser dans son lit et puis tomber. Tomber du lit, c'est pas très haut, c'est vrai, mais... Oui, c'est pas très haut. Mais ça dit que les crises qu'on fait la nuit ont les mêmes risques que les crises qu'on fait le jour, mais un peu moins. Par exemple, même un charpentier qui ne fait que des crises la nuit, bon, on peut lui dire, puisqu'on sait que c'est que la nuit, en principe, il ne va pas travailler. Donc, on peut peut-être lui garder son travail. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, charpentier, enfin, oui. 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 Lui, il fait que la nuit. Il fait que la nuit. Lui, ses crises n'interviennent que la nuit. Ceux qui font des crises morphéiques. Morphéiques, font que des ça, c'est crises. établi, il fait que les crises. La plupart du temps, ils font que des crises la nuit, en dormant. Ouais. Même l'après-midi, quand il fait une sieste. Il peut et faire quand on fait une sieste, même si on est charpentier, on est allongé. Oui, oui. Voilà. Un couple en train de faire l'amour et la femme ou l'homme fait une crise d'épilepsie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il ne faut pas que le partenaire panique. Il faut juste se séparer, je suppose, et puis mettre le conjoint qui fait sa crise en position de sécurité, comme on a dit tout à l'heure. Il faut être sûr que c'est une crise d'épilepsie, parce que ça peut être... Ça peut être quoi? On peut l'interpréter autrement, que c'est l'orgasme, mais au fond c'est une crise d'épilepsie. Enfin, je ne sais pas si l'orgasme dure 5 minutes. Hein? Ah oui. Il y a des crises qui durent 1 minute. Vous m'avez dit que la crise c'est entre 1, 2 ou 5 minutes. En fait, là où ça pourrait poser problème, c'est si cet épileptique-là ne fait ses crises que pendant l'orgasme. Ou bien qu'il ne fait ces crises qui sont toujours pareilles. Même en pleine journée, il peut faire une crise qui simule l'orgasme. Là, ça peut être une crise. Ça arrive, vous avez... Non, jamais. Jamais? Non, même pas dans la littérature. Donc ça n'existe pas, ça? Enfin, je ne sais pas. Jusqu'au jour où quelqu'un va écrire dessus. Non, mais dans le vécu, comme ça... Non, moi j'en ai... Non. Ça fait une 30aine d'années que j'exerce, non. Je n'ai jamais eu ce cas de figure. Et la personne épileptique et le sport? Il y a des interdits? L'interdit, c'est pour le sport intensif. Le rugby, par exemple? Non, le sport intensif. C'est-à-dire que... oui, c'est des qu'on fait à outrance. Oui. Les sports de haut niveau, des gens qui sont obligés de s'entraîner pendant des heures et des heures, tous les jours, 10 heures d'entraînement. Ça c'est pas bon. Mais le sport ordinaire, c'est conseillé. Il n'y a aucun problème. Sauf la natation, bien sûr. Ouais, la natation. La natation aussi, dans une certaine mesure, c'est possible, mais accompagné, il ne faut pas que la personne soit seule. Et au niveau des professions? Au niveau des professions, toutes les professions qui mettent l'épileptique en contact avec une grande masse de la population, c'est-à-dire comme les chauffeurs, les aviateurs, les conducteurs de train, ça c'est un peu déconseillé. Un peu déconseillé ou c'est vraiment déconseillé? C'est déconseillé. Oui, parce qu'un peu déconseillé, ça veut dire qu'on peut faire exception. C'est déconseillé. Et puis souvent, bon, si les employeurs savent que tu es épileptique, ils ne te prennent pas. Ils ne te prennent pas, oui. Parce des fois, ils sont obligés de cacher leur... Souvent, ils sont obligés de cacher, mais bon, si c'est parce qu'ils ont un médecin, c'est pour ça qu'ils font toujours faire un électroencéphalogramme. Alors, peut-on opérer et guérir une épilepsie? La plupart des épilepsies réagissent bien aux médicaments. Oui. Déjà, l'opération, c'est déjà un acte agressif. L'opération de la tête, ça veut dire qu'il faut ouvrir le crâne, c'est un acte agressif. Et comme la plupart des crises, plus de 80% réagissent bien au traitement médical, qui est adapté à chaque individu et à chaque type de crise. Et il y a 20% à peu près qui sont difficiles à équilibrer sur le plan médical. Et pour celles-là, même dans les 20% qui sont difficiles à équilibrer, toutes ne peuvent pas être opérées. Pour opérer une épilepsie, il faut faire la réalité de la lésion et savoir aussi que cette lésion est opérable. Et cette lésion ne se trouve pas dans une zone où, en l'enlevant, on abîme d'autres fonctions essentielles. Donc en réalité, il y a peut-être 10%
des épilepsies qui peuvent être opérées, qui sont réellement opérées. Enfin, dans les pays, pays occidentaux. Oui, hein. bien sûr. Parce que c'est des investigations très très lourdes qu'on n'a pas encore chez nous. Alors, quel examen est demandé dans le traitement de l'épilepsie? L'examen le plus important, c'est l'électroencéphalogramme, qui va confirmer la crise, et c'est surtout le type de crise, l'électroencéphalogramme. Mais l'électroencéphalogramme n'est pas essentiel pour le diagnostic de la crise. C'est essentiel pour le diagnostic de l'épilepsie. Je ne sais pas si vous... Non, moi je comprends, mais soyez plus explicite. Oui, parce que tout à l'heure, on a dit que la crise, c'est le symptôme. Oui. Le symptôme, il est clinique. Donc le diagnostic, il est clinique aussi. Le médecin interroge, les parents décrivent la crise de façon précise et le médecin conclut que c'est une crise. Donc c'est le cerveau qui dysfonctionne. Maintenant, une fois qu'il a conclu, il veut savoir quel est le type de crise. Est-ce que c'est une crise de la région motrice? D'où vient le foyer? Quel est le foyer? Est-ce que c'est une crise focale qui a un début dans un bloc, ou bien dans une maison, ou bien dans un arrondissement? Ou bien est-ce que c'est une crise qui est généralisée? Enfin, on parle du cerveau, hein? On parle du cerveau. Arrondissement, quand nous emmène pas Mongali du cerveau, ou à Congo. Oui, puisqu'on en a parlé au début. Non, pour ceux qui prennent l'émission en cours, oui, dans les arrondissements du cerveau. Du cerveau. Ou bien peut-être c'est une crise qui vient, qui intéresse tous les deux hémisphères. Parce que le traitement, les molécules à donner, les médicaments à donner n'est pas le même selon le type de crise. Si c'est focal, il y a certains médicaments qui marchent mieux. Et si c'est généralisé, il ne faut pas traiter comme si c'est une crise focale. Et on sait aussi qu'il y a des crises qui paraissent généralisées, surtout chez l'adulte. Hein. Il fait des convulsions, mais la crise vient de la région de la vision, par exemple. Mais il faut le savoir. Donc ça veut dire que c'est une crise focale, secondaire ou moins généralisée. C'est-à-dire que l'électricité a suivi son chemin jusqu'au niveau de la région de la motricité. Et à ce moment-là, la personne fait des convulsions. Et le traitement n'est pas tout à fait le même. Donc le traitement est toujours adapté au type de crise. C'est pour ça que c'est important de faire l'électroencéphalographie qui va nous dire si c'est une crise généralisée ou une crise focale. Et puis qui va localiser le début de la crise. Et le deuxième examen qu'on demande, mais ça c'est maintenant pour l'étiologie, on sait que la personne fait des crises, des vraies crises qui viennent du cerveau, pas des crises psychiatriques. Premier point. On sait que ces crises-là sont liées à une épilepsie qui est soit focale, soit généralisée. Ça c'est le deuxième point. Troisièmement, on veut savoir pourquoi cette personne fait des crises. Donc on cherche quelle est l'étiologie, la cause de la crise. À ce moment-là, on fait des examens biologiques. Ça peut être des infections, quelle que soit l'infection. Ça peut être une inflammation, comme le cancer. Ça peut être des tumeurs, ça peut être une inflammation. Il y a certaines maladies qu'on appelle des maladies inflammatoires, qui peuvent aussi donner lieu à des épilepsies. Mais ça peut être aussi donc, des processus qui occupent de l'espace, que ce soit des processus infectieux, comme dans le VIH. Des fois, certaines personnes, comme ils n'ont plus d'immunité, qui ont un cerveau qui est un peu poreux, certains parasites migrent au niveau du cerveau, comme la toxoplasmose, et ça va s'installer là, et ça peut donner lieu à des crises. Mais ça sera visible avec la radiologie, hein, le scanner et l'IRM. Donc c'est ça, c'est surtout ces trois examens. Et surtout l'IRM et le scanner, depuis que c'est arrivé, on évacue moins. Parce qu'avant, chez un adulte qui fait des crises, il fallait qu'on sache pourquoi l'adulte fait des crises. Si ce n'est pas une infection qu'on peut diagnostiquer ici, il fallait envoyer ailleurs, évacuer, pour aller faire le scanner et l'IRM. Depuis 5 ans, enfin une dizaine d'années, on peut faire le diagnostic ici. Puisqu'on est équipé maintenant. Maintenant, on est équipé, oui.
Les antiépileptiques ont-ils des effets secondaires, professeur? Oui, il faut voir, les antiépileptiques, c'est des médicaments. Oui. Et les médicaments, ils ont une zone de toxicité qui n'est pas souvent très éloignée de la dose qui guérit. Et ils ont besoin de précautions particulières parce qu'ils sont souvent éliminés par le foie, souvent éliminés par le rein. Donc il faut que, avant qu'on mette le patient sous antiépileptique, il faut vérifier d'abord ces organes-là. Est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'ils fonctionnent déjà normalement? Et après, dans le suivi, on vérifiera si le médicament n'est pas toxique par rapport à ces organes-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Oui. Tous les antiépileptiques agissent au niveau du cerveau. Donc, tous les antiépileptiques ont comme principal effet secondaire la somnolence. Même ceux qui ne font pas somnoler habituellement, même les nouveaux, il y a quand même un petit degré de somnolence. Mais il y a certains comme l'Alepsal, le phénobarbital, le Gardénal. Gardénal, oui, c'est le plus courant. Oui. Oui. Il y a certains médicaments comme le Gardénal, ça tout le monde connaît, qui endort les patients. Il y a certains patients qui pensent que le Gardénal est donné pour endormir. Mais ça, c'est un effet secondaire. Oui, c'est un effet. C'est un effet secondaire qui est indésirable, mais bon, c'est pour ça qu'on le donne la nuit. Bon, ça permet à l'épileptique de bien dormir. Et c'est pour ça aussi, pour pallier à cet effet secondaire, on doit conduire le traitement de façon un peu progressive. Parce que si vous donnez le comprimé d'emblée à la dose efficace, pour la plupart des antiépileptiques, le sujet, comme au lieu de se réveiller à 6 h du matin, il se réveille à 10 h, il se dit ce médicament, et puis toute la journée, il est un peu vaseux, il se dit ce médicament n'est pas bon. Donc il peut l'abandonner, donc il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer qu'est-ce qui peut arriver et lui expliquer pourquoi on ne donne que des petites doses qui vont aller en augmentant. Et lui expliquer que de ce fait, ça ne sera pas efficace tout de suite. J'ai une question de l'internaute là, de Ouesso, je ne sais pas s'il attend. C'est une question anonyme. La personne veut savoir son enfant a des moments d'absence comme ça. Est-ce que c'est une forme de crise? Nous, en médecine, on dit que c'est des crises âge dépendantes. Ça, c'est des crises vraiment de l'enfant. Ah bon? On sait qu'il y a un âge, il y a un intervalle de temps où ces crises-là sont très, très fréquentes. Et vous les traitez comment? Et ça, justement, c'est l'EEG qui va nous dire, qui va nous confirmer que ces absences-là sont des vraies absences. Et le traitement, on sait qu'on ne peut pas donner du Gardénal. Le Gardénal va calmer, mais ça ne marche pas sur les absences. Parce que cette personne qui fait des absences peut faire aussi des crises convulsives. Et si on donne du Gardénal à cet enfant qui fait des absences, ça calmera les crises convulsives, mais les absences seront toujours là. Or, les absences, ce sont des vraies crises qui font souffrir le cerveau, donc qui mettent le cerveau en souffrance, donc il faut les traiter. On fait l'électroencéphalogramme qui nous montre que c'est des vraies absences, on donne de la dépakine. Là, par rapport à l'hémisphère cérébral, quelle est la zone qui est touchée? Là, on ne sait pas exactement. Au niveau des absences, on ne sait pas alors? On ne sait pas exactement, mais on sait que les absences, c'est plutôt... C'est un individu qui est déconnecté du milieu. Oui, il est absent. Ça se manifeste comme ça. Oui. Il ne perd pas connaissance. Il a les yeux ouverts, il ne perd pas du tout connaissance, mais il est déconnecté. Il ne parle pas. Ça peut arriver quand l'enfant joue au ballon. Il prend le ballon, il veut le lancer. Si ça, c'est le handball. Hein. Le handball ou le foot. Au football, on prend aussi le ballon. Voilà. On prend aussi on prend s'il prend le ballon, il veut le lancer, il prend et la crise l'attaque au moment où il a le ballon comme ça. Il va rester comme ça, figé. Oui, il ne sait plus quoi faire. Non, lui, il n'a pas conscience. Il est dans la crise. Et les personnes qui le regardent se disent, mais cet enfant-là, mais à quoi il joue? Il est figé comme ça pendant quelques secondes avec son ballon. Et quand la crise cesse, il lance le ballon. Il s'est rendu compte de rien, lui, parce qu'il a été déconnecté. L'absence est une espèce de déconnexion par rapport au milieu environnant, sans perte de la vigilance. C'est-à-dire que la personne n'est pas dans le coma, mais elle n'a plus conscience. Par exemple, je suis un enfant qui fait des absences. Je suis en train de compter, je dis de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est une crise d'absence typique. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé mon activité. La crise a interrompu l'activité.
Et quand elle s'est arrêtée, on a dit début et fin brusque. Ben, j'ai continué là où je m'étais arrêtée. Oui. On peut interpréter ça comme un trou de mémoire, mais c'est une absence. C'est une absence. C'est des vraies crises d'épilepsie qu'il faut traiter. Il faut traiter, oui. Et souvent, c'est... Mais il faut voir le neurologue, hein. Il faut pas aller voir le pasteur, hein. Non, parce que le pasteur n'a pas suffisamment de recul pour diagnostiquer. Non, il ne faut pas voir le pasteur. Voilà. Mais même des fois, nous les neurologues, on voit ces enfants assez tard, parce que les crises ne sont pas diagnostiquées. Même quand les parents voient les médecins, bon, maintenant, dans les écoles de médecine, on insiste beaucoup là-dessus. Mais donc il faut expliquer aux parents que quand ils constatent des choses comme ça, c'est une crise. Ça peut être une crise. Ça peut être une crise. Donc il faut voir tout de suite le médecin. Il faut voir le médecin. Il ne faut pas réunir la famille. Non, non. C'est le médecin. Non, non. Parce que généralement on accuse l'oncle. C'est l'oncle Colline Marcoso. Enfin, il est ministre. Pour le dernier mot, professeur, si vous avez un conseil à donner aux téléspectateurs, ce serait lequel? Leur dire que l'épilepsie, c'est une maladie neurologique. L'épilepsie, c'est une maladie curable la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on peut guérir, mais souvent dont on peut soulager les symptômes. Mais on peut guérir. La plupart des épilepsies, c'est des épilepsies de l'enfant. Et la plupart disparaissent à un âge donné. Et ça, c'est des épilepsies que les guérisseurs aiment soigner, puisqu'ils gagnent toujours. Oui, ils gagnent toujours, oui. C'est tout bénef pour eux, voilà. Puisque c'est passager. Alors que même avec ou sans traitement, on sait qu'à un moment donné, ça va disparaître. Mais mieux vaut traiter, parce que se rappeler que l'épilepsie, c'est une souffrance du cerveau. Et quand il y a une souffrance du cerveau, le cerveau dysfonctionne. Si c'est un enfant, les résultats scolaires ne sont pas bons. Donc un enfant dont les résultats scolaires baissent brutalement, alors qu'avant ça marchait. Octobre à mars, ça marche, et à partir d'avril, ça commence à baisser. C'est pas normal. C'est avec de l'enfant en souffrance. Donc peut-être que l'enfant fait des absences qui sont passées inaperçues. L'enfant fait peut-être des crises non convulsivantes. Et les crises non convulsivantes, c'est les crises de toutes les autres aires du cerveau. Et qui passent souvent inaperçues. Donc difficile à interpréter. Voilà. Et qui vont se manifester chez l'enfant par une baisse des résultats scolaires. Chez l'adulte, ça peut se manifester par un trouble du comportement. Un adulte qui a un trouble du comportement ça peut interpeller, soudain, chez quelqu'un qui n'en a jamais eu, c'est pas normal. Il faut amener à l'hôpital, pas chez le pasteur. Chez le pasteur après, mais d'abord à l'hôpital, parce que ça peut être une urgence. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission consacrée à l'épilepsie. Merci pour votre fidélité. Merci aussi à notre invité pour sa disponibilité et surtout pour nous avoir éclairé sur une pathologie parfois mal connue par les populations. Notre pensée du jour est un proverbe oriental qui jouit d'une santé parfaite possède un trésor. Prenez donc soin de vous. Merci, au revoir et à samedi prochain si vous le voulez bien.